Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Enemy Action Ardennes, publié par Compass Games en 2015. Dans ce vidéo, on va parler de mouvements et de zones of control, les fameuses ZOC qu'il y a dans la plupart des Hex Encounter Wargames. C'est d'ailleurs par ça qu'on va commencer. Alors dans ce jeu-là, comme dans bien d'autres Wargames, chaque unité va exercer une zone de contrôle que je vais appeler dorénavant une ZOC pour le reste du vidéo là, dans les 6 hexagones qui l'entourent. Il n'y a pas d'exception. Là. Des fois, entre autres, les rivières, on n'exerce pas du zoc l'autre côté d'une rivière. Non, dans ce jeu-là, vraiment, là, quand une unité exerce une zoc, là, elle va en exercer dans les 6 hexes qui l'entourent, peu importe c'est quoi le type de terrain. Il y a 3 exceptions à ça. D'abord, une unité peut être dispersée. C'est un résultat qu'on va voir quand on va parler des combats. Là. Donc, une unité qui est dispersée n'exerce plus de zone de contrôle du tout. Deuxième exception, une unité qui est isolée, qui est la plus grave conséquence qu'on peut avoir d'être en situation d'out of supply. Là. Donc, une unité qui est isolée n'exerce plus de zone de contrôle. Et la troisième exception qui est particulière un peu, c'est ce qu'on appelle une unité là, bracketed, donc dont la force est entre crochets, comme ça. C'est un rappel visuel. Là. Donc, une unité comme ça, elle est rendue tellement réduite. C'est une unité qui a eu des pertes. Là, elle est rendue tellement réduite qu'on la considère comme n'exerçant plus de zone de contrôle. Par contre, les unités braquettées spécifiquement, pas les unités dispersées ou les unités isolées, les unités braquettées spécifiquement, il y a quelques exceptions à ça. D'abord, 2 unités braquettées ou plus dans le même hex exercent une zone de contrôle. Alors là, il y a suffisamment de monde dans le hex, là, un petit peu ici, un petit peu là, ça commence à faire assez de monde pour exercer une zone de contrôle alentour. Ça, c'est la première exception. Deuxième exception, euh, si l'unité braquettée est dans un village, une town, ou une cité, elle exerce une zone de contrôle pareille, même si elle est toute seule. Et troisième exception, particulière à l'allemand, donc une unité braquettée allemande qui se trouve dans un Westwall Hex qu'on a parlé aux dernières vidéos, exerce quand même une zone de contrôle. OK, voilà pour les zones de contrôle. Là, vous allez dire, mais ça sert à quoi? Bon, on va en parler quand on va parler des mouvements. C'est extrêmement important de comprendre ça là, pour les mouvements. Fait que parlons-en du mouvement. Alors, dans ce jeu-là, on va le voir là, quand on va parler des cartes. Là. Quand vous jouez une carte, vous activez une certaine quantité d'unités. Ça peut être une unité, comme ça peut être 12, 13 unités. Là, ça dépend de la carte, ça dépend pourquoi vous l'utilisez. Bon. Alors, chaque unité qui est activée peut se déplacer. On les déplace une à la fois. Il n'y a pas de principe là, de déplacement d'unité par stack là-dedans. Là, on les déplace vraiment une à la fois. Et vous allez faire tous vos déplacements et après, vous allez déclarer vos combats un par un. OK, donc, on commence par déplacer toutes nos unités, puis après ça, on déclare nos combats. Donc, chaque unité, j'en ai parlé aussi dans le vidéo précédent, a un certain nombre de points de mouvement, qui est la valeur qu'il y a en bas à droite. Je vous dis tout de suite que toutes les unités d'infanterie, cette valeur-là, c'est 3. Et pour les unités qu'on appelle mécanisées, là, ça va varier entre 4 et 6. Donc, vous allez avoir certaines unités à 4, d'autres à 5, d'autres à 6. Encore là, regardez le chiffre en bas à droite, puis vous ne risquez pas de vous tromper. Donc, quand même très pratique, directement sur le board, vous allez avoir les coûts de déplacement là, pour chaque type de terrain qui se trouve sur la map. Donc, vous avez le coût pour les unités qu'on appelle non mécanisées, essentiellement les infanteries, qui sont représentées par ces 2 symboles-là. Et vous avez le coût pour les unités mécanisées, toutes les autres, dans le fond. Là. Donc, le chiffre avant le slash, c'est le coût pour les unités d'infanterie, puis le chiffre après le slash, c'est le coût pour les unités mécanisées. Donc, Clear, ça va bien pour tout le monde. Broken, c'est un petit peu plus difficile pour les mécanisés. Dans ce jeu-là, c'est particulier. N'ajustez pas votre appareil. Là, vous allez avoir des hex de type Woods, puis des hex de type Forest. Alors, Forest étant encore plus dense qu'un hex de type Woods. Là, il y a des jeux qui vont parler de Woods puis de Dense Woods, là, des bois denses.
dans ce jeu-là, c'est des woods et des forests, là. Souvent, entre autres, on va le voir là, pour les cheats de combat, là, il y a des joueurs que ça mélange. J'ai repris plusieurs de mes adversaires suite à ça, là. Fait que wood, ça commence à être de l'ouvrage pour les unités mécanisées. Et que dire des forests? Le hex de forest est aussi le seul qui coûte plus qu'un point de mouvement pour les unités d'infanterie. Alors, même pour les unités d'infanterie, c'est difficile à pratiquer. Comme dans tout bon Hex Encounter, par exemple, si vous suivez une route, peu importe le type de terrain dans lequel vous entrez, là, ça va vous coûter seulement un point de mouvement. Alors, par exemple, une unité mécanisée qui est ici, qui veut rentrer dans ce hex-là, qui est officiellement de la forêt, bien, étant donné qu'elle suit la route, ça va lui coûter seulement un point de mouvement. Si elle essaye de faire la même chose à partir de ce hex-là, étant donné qu'elle ne suit pas une route pour entrer dans le hex, là, ça va lui coûter 4 points de mouvement. Les villages, à noter que tous les villages oui, ont le symbole du village, là, mais ont un background qui correspond à un type de terrain. Fait qu'on va souvent parler dans le jargon d'un broken town comme Ethelbrock, d'un woods town comme Saint-Hubert ou d'un clear town comme Konsdorf. Alors encore là, si vous suivez la route pour entrer dans un village, ça coûte seulement un. Sinon, vous allez utiliser l'autre terrain qui est dans le hex. Par exemple, si je reprends encore là cette unité mécanisée-là, si elle essaye d'entrer par Saint-Hubert par ici, ça y coûte 1 parce qu'elle suit la route. Si elle essaye d'entrer à Saint-Hubert par ici, ça y coûte 3 parce que c'est un Woods Hex puis c'est une unité mécanisée. Les cities, par contre, c'est systématiquement à un point de mouvement que vous entriez par une route ou non. Et à noter que les Hex du West Wall aussi ont un autre terrain dans le background du Hex. Alors, même principe, si vous n'entrez pas via une route, ça va vous coûter euh, le, le, le coût du terrain qu'il y a dans le background de ça, là. OK. Euh, à noter que vous pouvez toujours vous déplacer d'un hex. Tant que le move est légal, vous pouvez toujours vous déplacer d'un hex. Alors même si ça dépasse votre capacité de mouvement, là, je vais vous montrer à peu près, je pense, le seul exemple qui me vient en tête, là, je vais vous le montrer à l'instant, là. Mais ça aussi, on a ça dans beaucoup de wargames. Vous êtes toujours, toujours, toujours capable de vous déplacer d'au moins un hex avec une unité que vous avez activée, tant que ce move-là est légal. Avant de vous montrer mon petit exemple, là, on va tout de suite voir les effets des OX sur les déplacements. Alors, c'est pas banal, là, ça c'est hyper important à comprendre. D'abord, comme dans beaucoup de jeux, dès que vous entrez dans une ZOC ennemie, votre mouvement se termine. Même s'il vous reste des points de mouvement, votre mouvement se termine. Alors, si cette unité-là avait commencé ici, du haut de ses 5 points de mouvement, elle en dépense seulement un pour suivre la route ici. Elle vient d'entrer dans une zoc, ça fait comme un aimant, ça fait comme ça draine tout le reste des points de mouvement que cette unité-là avait. Première chose importante d'effet des zoc. Deuxième chose importante d'effet des zoc, quand vous quittez une zoc, ça va vous coûter un point de mouvement de plus. Alors encore là, dans ce scénario-là, ça me coûterait normalement juste un point de mouvement pour suivre la route, mais étant donné que je quitte une zoc, ça va me coûter 2 points de mouvement. Puis après ça, je peux continuer, par exemple, puis là, je suis la route, alors c'est seulement un point de mouvement, là, mais au moment où je quitte ici, là, c'est un point de mouvement additionnel. Et l'autre chose qui, si cela est possible, est encore plus fondamentale, dans ce jeu-là, c'est totalement interdit en tout temps de faire un déplacement de ZOC à ZOC. Alors, même scénario ici, là, mais là, j'essaye, j'arrive pour bouger là, mais là, je quitte une ZOC et ça, c'est une ZOC aussi. Que ce soit une ZOC de la même unité ou d'une autre unité, vous ne pouvez jamais, au grand jamais, dans ce jeu-là, faire un déplacement de ZOC à ZOC. Alors, entre autres, comme allié, c'est hyper important la façon que vous allez disposer vos unités là, pour ralentir l'avancée allemande. Là, c'est hyper important, là. Vous allez agoniser là, sur chacune des unités. Si je la place ici, j'empêche lui de se déplacer, puis tout ça. Là, il y a une petite mathématique par rapport à ça, là. Fait qu'on arrête quand on rentre dans une ZOC, on paye un point de mouvement de plus quand on quitte une ZOC, et on ne fait jamais de déplacement de ZOC à ZOC. Ceci étant dit, revoici le seul cas qui me vient en tête là, quand on dit là, un hex de mouvement. euh, un hex de mouvement minimum, là. Alors, supposez cette unité-là mécanisée qui a 4 points de mouvement, qui commence dans une ZOC et qui veut rentrer dans ce hex-là qui est une forêt.
Alors, je répète que la forêt, normalement, ça coûte 4 pour les unités mécanisées. Et en plus, elle quitte une ZOC. Alors, 4 plus 1, normalement, ça lui coûterait 5 points de mouvement pour faire ça. Même si elle n'a pas assez de points de mouvement, c'est là que la fameuse règle, chaque unité a le droit de bouger de 1 hex tant que c'est légal, elle peut le faire. À noter que cette règle-là, de dire tu peux toujours bouger d'au moins un hex, là, quand on dit tant que c'est légal, elle ne pourrait pas faire ça puis s'en venir ici. Elle a bougé de zoc à zoc, c'est interdit. L'interdiction de zoc à zoc a préséance sur le fait de toujours pouvoir bouger d'au moins un hex. Là. Ensuite, autre classique de Wargame, vous ne serez pas dépaysé si vous jouez souvent à des Wargames, les fameuses rivières. Alors, si on essaye de traverser une rivière à un endroit où il n'y a pas de pont, et quand je dis qu'il n'y a pas de pont, ça inclut même les ponts là, qui sont détruits, là, comme celui-là ici. Là. Donc, temporairement, tant que ce pont-là n'est pas réparé, là, ça, c'est considéré vraiment là, comme une rivière qu'on doit traverser. Là, bon, peut-être pas à la nage, là, mais vous comprendrez, il n'y a pas de pont. Alors, quand on traverse une rivière, ça consomme la totalité de nos points de mouvement. Fait que, et donc, il faut commencer adjacent à la rivière et terminer adjacent à la rivière de l'autre côté. Alors, cette unité-là, ici, là, mettons qu'elle est là, ne peut pas faire un, deux, suivre la route. Ah, il me reste 3 points de mouvement, je traverse cette rivière-là et là, j'ai perdu tous mes points de mouvement. Non, pas légal. Il faut commencer adjacent à la rivière et on va terminer adjacent à la rivière. Alors, c'est très lent. Comme si c'était passé, il y a une autre restriction. Dans la même carte, le même impulse, ce que le jeu appelle un impulse, là, un card play, la même carte que vous avez joué. Là, si par exemple j'ai joué une carte pour activer tous les mauves, XLVII, excusez mon romain qui est un peu rouillé, là. Euh, si j'ai joué une carte pour activer tous les mauves ici, euh, maximum une unité va pouvoir utiliser là, ce qu'on appelle là, le hex side, chaque côté de hex qui contient une rivière, là, maximum une unité pour chaque côté. Là. Fait que scénario classique ici où j'ai 3 unités qui commencent collées sur la rivière, là, j'aurais vraiment le goût, même si ça consomme tout leur mouvement, j'aurais vraiment le goût de les faire traverser les 3. Mais dès que j'en ai traversé une, ce hex-là a déjà été utilisé pour traverser une rivière, alors ces 2 autres unités-là ne peuvent pas. Évidemment, si je suis créatif, je vais prendre une de mes unités et je vais la faire traverser ici. Alors là, j'ai utilisé ce hex-side-là et ce hex-side-là, une unité chacune, ça c'est légal. Encore plus créatif, là, juste pour être sûr, si j'avais été ici, j'aurais pu faire une, deux et trois. Okay, fait que j'ai 3 unités qui ont réussi à traverser la rivière, mais ils l'ont toutes faites avec un hex-side différent et ça c'est légal. La règle est que je ne peux pas, dans le même card play, le même impulse, faire traverser plus qu'une unité par le même hex-side de rivière qui n'a pas de pont. OK. S'il y a un pont, ben là, ça facilite beaucoup les choses. Alors, s'il y a un pont, c'est considéré comme une route, essentiellement. La seule différence qui vous limiterait, là, donc, pour être clair, là, si c'est comme ça ici, là, alors je peux traverser impunément là, autant d'unités que je veux. J'utilise le pont comme je veux, puis il n'y a pas de problème. Si le hex de l'autre côté du pont est dans une ZOC, à ce moment-là, j'ai les mêmes limitations qu'avec la fameuse rivière de tantôt. Je ne vais pouvoir traverser qu'une seule unité. Alors, même s'il y a un pont dans ce scénario-là spécifiquement, même s'il y a un pont, là, je ne pourrais pas faire suivre mes 2 autres unités ici. Là. Même si l'envie est forte de venir taper cette insolente unité alliée, si je traverse un pont dans une ZOC, une seule unité va pouvoir le traverser. Et évidemment, cette unité-là termine son déplacement parce qu'elle vient de rentrer dans une ZOC. Alors, petite règle, c'est rare que ça arrive. Là. La plupart du temps, les unités alliées vont être directement de l'autre côté de la rivière, là, parce que comme on va le voir dans les combats, là, c'est assez difficile d'attaquer, évidemment, euh, par-dessus une rivière. Là, si on veut, il y a quand même beaucoup de pénalités. Là. Fait que la plupart des unités alliées vont tenir les ponts directement de l'autre côté. Mais bon, si vous avez un scénario bizarre où le hex est vacant de l'autre côté du pont, mais qui est dans une ZOC, une seule unité peut se déplacer. Et je rappelle que cette limitation-là, c'est par card play ou par impulse. Si plus tard dans le même tour, vous rejouez une carte pour activer les mauves,
On vient dans le fond de resetter toutes ces restrictions-là. Et là, les unités mauves peuvent encore le réutiliser là, les mêmes hex side qui avaient été utilisés lors de la carte précédente. Là. OK, ce ne serait pas non plus un hex encounter sans qu'on parle de stacking limits, donc de limites au nombre d'unités qui peuvent se trouver dans un même hex. Alors, dans ce jeu-là, le maximum, c'est soit 3 unités ou 6 steps. On a vu c'était quoi les steps dans le vidéo précédent. C'est le nombre de points que vous avez à gauche ici. Là, ces points-là, n'ajustez pas votre appareil. Des fois sont blancs, des fois sont noirs, des fois sont rouges. Ça représente la qualité des troupes. On va reparler de ça en combat. Là. Mais la limite, dans le fond, là, c'est. Puis là, c'est deux maximum, ça à ne pas dépasser. Alors, 3 unités ou 6 steps. Je vais vous montrer 4 cas de figure qui sont illégales pour chacune des affaires. Alors, supposons là, que j'ai un paquet d'unités maganées, comme on dit en bon québécois. Alors, ça ici, c'est pas légal. Malgré le fait que j'ai 4 steps au total, je suis en dessous du maximum de 6 steps. Je dépasse le maximum, l'autre maximum qui est 3 unités. Alors là, j'ai 4 unités dans le même hex, ce n'est pas légal. Autre classique qui n'est pas légal, il y a certaines unités là, qui sont des large units. Là. Regardez ça ici, là, pas moins de 4 steps, cette unit-là ici. Alors ça ici, ce n'est pas légal. Alors je n'ai que 3 unités, mais cette fois-là, je dépasse le nombre de steps avec 8. OK? Alors il faut être en dessous des deux limites, des deux maximums. Je pense que j'ai jamais vu ça, mais comme dans tout jeu, ils vont dire que si jamais vous vous retrouvez à un moment donné dans une situation ou bien malgré vous peut-être, là, vous êtes en ce qu'on appelle en overstacking, là, vous dépassez les limites de stacking, ben là, vous allez devoir éliminer des unités jusqu'à temps que vous respectiez la limite de stacking. Je pense pas avoir jamais vu ça. Fait que c'est peut-être possible. Euh, mais généralement, là, le jeu nous offre suffisamment de possibilités. Là. Le faire consciemment, là, on le fait jamais. Là. Ce serait en cas de retraite que je pourrais voir, mais même là, c'est une situation quand même assez particulière. OK, parlons maintenant de mouvement stratégique. Donc, mouvement stratégique, c'est un mouvement que, bon, les deux camps peuvent le faire, les deux camps peuvent l'utiliser. Euh, Ça sert à quoi? Il y a ça dans beaucoup de wargames aussi. Là. Ça sert à bouger plus rapidement que la valeur de vos points de mouvement en temps normal. Donc, je vais tout de suite donner l'avantage de faire du mouvement stratégique, puis après ça, je vais donner les nombreuses restrictions, là, parce qu'étant donné qu'il y a un gros avantage, le jeu vous met des restrictions qui font bien du sens, puis qui ont bien de l'allure. Fait que d'abord, une unité d'infanterie alliée qui fait du mouvement stratégique triple sa valeur de points de mouvement. Alors 9 de déplacement. Là, vous pouvez en couvrir du terrain. Là, ça devient vraiment intéressant. Une unité allemande qui fait du mouvement stratégique ajoute 2 à sa valeur de déplacement, donc 5 plutôt que 3. Et dans les deux camps, les unités mécanisées qui font du mouvement stratégique doublent leur valeur de déplacement. Alors 8, 10 ou 12, dépendamment si l'unité a 4, 5 ou 6 points de mouvement d'imprimé sur son counter. Maintenant, on se dit, waouh, c'est super, mais vous avez énormément de limitations, comme je disais. D'abord, vous ne pouvez pas faire de mouvement stratégique si vous débutez dans une ZOC. C'est déjà ça, ça va éliminer beaucoup de cas. Vous ne pouvez jamais terminer votre mouvement stratégique adjacent à une unité ennemie. Même une unité ennemie, règle souvent oubliée, qui n'exerce pas de ZOC. Alors ici, on pourrait dire, pas petite unité ennemie là, qui ne fait pas de ZOC. Là. Mettons que je suis ici, là. Je pourrais décider, par exemple, de faire du mouvement stratégique, me dépêcher de venir protéger la belle ville de Spa. Alors, j'ai 9 de mouvement, parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas légal. Je ne peux jamais terminer mon mouvement stratégique adjacent à un ennemi, même s'il n'a pas de ZOC. Alors, pour commencer le mouvement stratégique, par contre, ici, cette unité-là, là, qui n'est pas dans une ZOC, pourrait faire du mouvement stratégique pour s'en aller ailleurs. Alors, vous comprenez, quand on débute le mouvement stratégique, on ne peut pas être dans une ZOC. On peut être adjacent à une unité ennemie comme ça qui n'exerce pas de ZOC. Par contre, pour terminer le mouvement stratégique, on ne peut pas terminer adjacent
à une unité ennemie, quelle qu'elle soit. Évidemment, je dois suivre des routes seulement. Je dois commencer sur un hex qui a une route et je ne dois que suivre des routes pendant toute la durée du mouvement stratégique. Je ne peux que traverser des ponts qui sont friendly à ma faction. Je ne peux qu'entrer dans des villages ou des cités qui sont friendly à ma faction aussi, même si elles sont vides. Donc encore là, je vais tasser ça de là, mais supposons que notre bon ami, le joueur allemand, a pris le contrôle de ça, mais qui n'a pas laissé d'unité. J'ai une unité d'infanterie ici à Verviers. Je ne pourrais pas faire un mouvement stratégique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne peux pas reconquérir une ville qui appartient à l'ennemi lors du mouvement stratégique. Ça, je ne peux pas faire ça. Quoi d'autre? Les alliés qui font du mouvement stratégique, même via une route, ne peuvent pas entrer dans un West Wall. Autre restriction. Là, j'ai parlé de ponts, là, quand est-ce que le contrôle des ponts se change. Alors, dès qu'une unité allemande, fait que les ponts au départ, là, je pense que tous les ponts de cette fameuse rivière-là, là, qu'on appelle, bon, là, tu sais, là, tous les ponts là, qui sont proches du West Wall, qui touchent le West Wall, là, je pense, là, il y en a beaucoup qui sont pétés au départ, là, mais ceux qui ne le sont pas appartiennent à l'allemand. Tous les autres ponts de la map appartiennent par défaut à l'allié jusqu'à temps qu'une unité allemande le traverse. Et quand une unité allemande le traverse, c'est là qu'on va venir mettre ce petit marker-là, qui est pas très sexy, je dois dire, là. Ce que le jeu nous enseigne, c'est de mettre le marker, je trouve toujours ça bizarre, là, c'est de mettre le marker dans le hex d'avant pour dire, là, la flèche ici pointe ce pont-là, pour dire que ce pont-là maintenant appartient à l'allemand. Personnellement, j'aime mieux mettre le marker directement ici. Je le mets par-dessus le pont pour dire ça, c'est un pont puis il appartient à l'allemand. Mais dans le vrai jeu, j'ai des adversaires qui font ça en play by email, puis ça me rend fou un peu, là. Euh, Ils suivent ce qui est écrit dans le rulebook, puis ils vont mettre le marker dans le hex d'avant avec la petite flèche qui pointe là. Fait que tout ça pour dire que ce pont-là présentement est contre. Fait que je vais y aller un petit peu plus dans l'action, là. Fait que supposons clockwise, ouais. Alors supposons que ce pont-là appartient à l'Allemand, encore là, la fameuse unité alliée que je parlais tantôt là, ne pourrait pas, même s'il n'y a pas d'unité allemande dans les alentours, via le mouvement stratégique, ne pourrait pas venir traverser ce pont-là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de limitations, tu sais, mais là, souvent, tu sais, vos unités alliées, entre autres, vont apparaître un peu loin de l'action. Souvent, on va utiliser ça comme allemand, là, nos unités qui traînent en arrière, là, surtout les unités d'infanterie qui bougent moins vite que les panzers. On va utiliser le mouvement stratégique pour les rapprocher de l'action. Mais vous ne pourrez jamais initier de combat, vu que vous ne pouvez pas terminer adjacent à une unité ennemie, vous ne pourrez jamais initier de combat, là. En passant, dans ce jeu-là, comme dans beaucoup de wargames, vous ne pouvez pas entrer dans des hexes qui contiennent des unités ennemies. Alors, vous devez, évidemment, là, parce que j'ai parlé tantôt, quand vous rentrez dans une zone, vous terminez votre mouvement instantanément. Alors, si vous voulez attaquer, vous devez vous déplacer adjacent à l'ennemi, puis là, vous allez attaquer. Il y a d'autres restrictions pour le mouvement stratégique, mais qui s'appliquent uniquement à l'allemand. Alors, l'allemand ne peut pas quitter la map via le mouvement stratégique. C'est utile pour ses points de victoire, là, comme on disait, de quitter la map. On en a parlé aux vidéos précédentes. Il ne peut pas faire ça via le mouvement stratégique. Alors, même si scénario quand même un peu farfelu, là, cette ville-là est contrôlée par l'Allemand. Cette unité d'infanterie-là est ici. Normalement, elle a juste 3 points de mouvement. Elle ne pourrait pas se rendre. L'Allemand ne peut pas dire, ah ben j'utilise le mouvement stratégique. Elle a 5 points de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5 et je quitte. Pas possible de faire ça via le mouvement stratégique. D'ailleurs, ça c'est une autre affaire. L'Allemand ne peut pas terminer non plus son mouvement stratégique là, sur le bord de la map, ce qu'on appelle le map edge. Donc encore là, j'ai une unité qui commence ici, 3 points de mouvement normalement. Je voudrais aller un petit peu plus loin comme Allemand. Alors je ne peux pas faire de mouvement stratégique pour y donner 5 points de mouvement puis faire 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas terminer comme Allemand spécifiquement un mouvement stratégique sur le bord de la map edge. Et l'autre chose qui est très importante pour l'Allemand, le mouvement stratégique, c'est quelque chose pour réorganiser nos troupes. C'est pas quelque chose d'offensif qui fait qu'on avance, là. Mais
L'Allemand, spécifiquement, ne peut jamais terminer un mouvement stratégique plus à l'ouest que l'unité dans cette armée-là qui est la plus à l'ouest. Alors, par exemple, c'est du stock un peu, là. Dans la 6e Panzer Army, fait que là, rappelez-vous, ça c'est une armée, là. 6e Panzer Army, c'est une armée. Alors, j'ai une unité ici qui est dans le hex 0314. C'est l'unité présentement qui est le plus à l'ouest de la 6e Panzer Army. Fait que même si j'ai un Panzer ici, puis bon, même si pour une raison X, là, cette ville-là appartient, puis ces ponts-là appartiennent tous à l'Allemand, là, cette unité-là ne pourrait pas décider soudainement de faire du mouvement stratégique puis de s'en venir ici allègrement parce qu'elle ne peut pas finir son mouvement plus à l'ouest que l'unité qui est déjà la plus à l'ouest. Et c'est là que les fameux, c'est rare, c'est utile, là. D'habitude on l'utilise juste pour le setup, là. Mais c'est là que les numéros des hex sont intéressants. Comment est-ce qu'on fait, là, vu que la map est en hexagone, là? Alors le hex 0314 ici, ça veut dire que cette fameuse unité-là ne pourra pas se rendre plus loin qu'un hex qui finit par 14. Alors 0514 c'est correct, 0614 c'est correct, mais elle ne pourra pas aller plus loin que ça. Alors comme je dis, on n'utilise pas le mouvement stratégique là, pour pousser une unité en fou vers l'ouest de la map. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Encore là, c'est pour réorganiser nos troupes rapidement. Puis à noter que cette limitation-là, elle est par armée. Ça veut dire que même si vous avez une unité, par exemple, de la 5e Panzer Army qui est rendue ici, ben ça, c'est l'unité de la 6e Panzer Army. Alors, je ne peux pas me rendre aussi loin que l'unité. Je dois regarder quelle est l'unité de mon armée. Dans ce cas-là, les gris pâles, quelle est l'unité de mon armée qui est le plus à l'ouest. Alors, c'est la plus à l'ouest de mon armée que je dois regarder, là, et non pas la plus à l'ouest allemande, toute armée confondue. Et dernière chose pour le mouvement, en parlant des armées, là, alors j'en ai parlé dans la vidéo précédente, fait qu'il y a trois armées allemandes, la 6e Panzer, la 5e Panzer et la 7e armée. Ces armées-là, c'est classique dans tous les jeux du Bulge et ça rend fou les joueurs allemands du Bulge de par le monde depuis des années. Alors, je pense que c'était une doctrine allemande ou une fixation de je ne sais pas trop qui, là, mais ces armées allemandes-là doivent opérer dans certains corridors. OK? Et c'est illustré dans ce jeu-là. Alors, le 6e Panzer Army, on voit le rectangle ici, et on voit cette ligne pointillée bleue ici. Alors, les unités de la 6e Panzer Army doivent rester dans ce corridor-là. Il faut vraiment voir cette ligne pointillée bleue-là comme étant un mur. Alors, c'est malade comme ça. C'est comme si c'était un mur. Là. Et je vais vous donner un cas là, vraiment là, qui à faire capoter. Là. Mais vous êtes ici, là, puis là, vous dites, bon, ben, je vais me déplacer. Là, ça, c'est des unités mécanisées. Là. Alors, normalement, ça coûte 4 de mouvement pour s'en venir dans la forêt ici. Là. Mais pour 2 de mouvement, vous pourriez faire ça ici, mais vous ne pouvez pas parce que vous transgressez la fameuse ligne de la 6e Panzer Army. Alors, pour les 4 premiers jours du conflit, 16, 17, 18, 19 décembre, vous êtes tenu de respecter ces corridors-là. Et c'est avec joie que vous allez célébrer l'arrivée du 20 décembre où c'est écrit ici End the German Move Restrictions. Alors à partir du 20 décembre, là, les unités allemandes peuvent se déplacer où elles veulent. Mais vraiment, pendant les 4 premiers jours-là, ces corridors-là vont vous rendre complètement fou. Fait que donc la 6e Panzer Army opère au nord. La 5e Panzer Army là, va venir overlapper, comme on dit en bon français, va venir overlapper. Suivez les pointillés, puis vous êtes correct. Là, vous avez la 5e Panzer Army, vous avez le pointillé qui est ici. Puis vous avez le pointillé qui est ici, là, excusez, en bas ici pour la 5e Panzer Army. Puis des fois, ça va descendre un peu en diagonale. Encore là, suivez le pointillé, puis vous n'aurez pas de problème. Donc la 5e Panzer Army doit opérer dans ce corridor central-là pendant les 4 premiers jours du conflit. Puis la 7e Panzer Army doit opérer au sud, alors à une limite supérieure là, qui est ici. Alors vraiment, je le répète, là, le jeu considère ça, pendant les 4 premiers jours du conflit, le jeu considère ça comme un mur pour les unités allemandes seulement. À partir du 20 décembre, vous faites ce que vous voulez, sinon vous êtes contraint par ce fameux mur-là. Quelques petites exceptions peut-être. Vous êtes autorisé à attaquer
à attaquer à l'extérieur là, de votre zone d'armée. Par contre, vous ne pouvez pas avancer. Même si vous gagnez le combat, le défenseur retraite, vous ne pouvez pas avancer ces unités-là. Elles sont stoppées par le mur. Et scénario extrêmement improbable. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais quand même, c'est dans les règles. Scénario extrêmement improbable où vous faites attaquer, globalement, et vous êtes forcé de retraiter. Là. Fait que là, on va voir les règles de retraite dans une autre vidéo. Là, mais dans ce cas-là, ici, si je suis forcé de retraiter, là, les priorités de retraite, normalement, vont m'amener ici. Et ça, c'est légal. C'est la seule fois vraiment où je peux traverser le mur, c'est quand je retraite. Mais encore là, le jeu est implacable. C'est beau, j'ai retraité, mais là, c'est pas parce que j'ai retraité que maintenant je vais pouvoir me promener impunément ici, là. Le jeu va vous dire la prochaine fois que vous allez activer ces unités-là, elles doivent absolument, chaque hex qu'elles vont entrer doit les rapprocher de leur zone d'opération, là, de leur fameux corridor. Là. Mais bon, j'ai jamais vu ça parce que, comme on disait, là, dans les 4 premiers tours, là, c'est assez rare que l'allié va attaquer et que l'allié va attaquer proche de la frontière, de la lisière d'un corridor et que l'Allemand va devoir retraiter là. Bref, c'est très très improbable, mais le jeu couvre la situation parce que bon, on sait jamais. Alors voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir là, pour le mouvement et les ox dans Enemy Action Ardennes. Alors, si le jeu continue de vous intéresser, n'hésitez pas à poursuivre votre écoute de la playlist pour apprendre comment jouer. Merci.